Bonsoir, bonsoir Daniel Fischer. Nous sommes très heureux de vous avoir ce soir, même si c'est derrière écran. Donc c'est pour le conseil scientifique. Un petit mot sur le conseil scientifique. Ce conseil scientifique, il est là pour nous aider à l'Union des fédéralistes, pour voir comment anticiper ou comment transformer l'avenir, notamment dans une option fédéraliste, puisque c'est ce que nous croyons fermement. Et puis également faire connaître le fédéralisme, faire connaître l'Europe, etc. Donc nous comptons sur ce conseil scientifique qui est diversifié sur le plan des compétences, des expériences. Très heureux d'avoir un historien, il y en a d'autres dans le, dans le club, mais de vous avoir parmi nous dans ce conseil scientifique. Alors je voudrais vous poser une première question sur votre parcours. Nous savons que vous avez été président des Jeunes Européens à Strasbourg. Alors, quelle place tiennent les sujets européens dans votre activité d'enseignant, d'historien et d'auteur ? Alors, je commence par remercier Michel et remercier Olivia de m'accueillir par visio pour cet entretien privilégié. Merci beaucoup de l'avoir organisé et merci beaucoup de m'avoir sollicité. Alors, quelle place occupent les sujets européens dans mes diverses activités ? J'ai accompli ma formation initiale à Strasbourg, à la faculté d'histoire, donc dans l'une des capitales de l'Union européenne. Donc forcément, la sensibilisation au sujet, aux questions européennes a été très forte. Mais je dois reconnaître que l'enseignement de l'histoire de l'Europe était encore, quand j'ai accompli ma formation initiale, relativement modeste. Je n'ai découvert vraiment ces sujets qu'au moment où j'ai passé l'agrégation. Parce qu'en 2008, 2009 et 2010, le sujet penser et construire l'Europe avait été mis au programme du concours. Et c'est à ce moment que les historiens se sont, je crois, davantage emparés de ces sujets. Alors, il y avait déjà des historiens qui travaillaient sur ces différents thèmes, la construction européenne à différentes époques. Je pense notamment à Robert Frank ou à Christine Manigan. Et c'est à partir de la préparation des concours de l'enseignement que moi, j'ai réellement, je crois, compris un certain nombre de choses sur l'histoire des premiers penseurs de la Fédération européenne, les précurseurs de l'histoire de l'Europe, de la construction européenne. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que j'ai réellement pu bénéficier d'un enseignement de qualité sur la question et sur ce sujet. Bien évidemment, étant strasbourgeois, je passais très régulièrement à côté du Parlement européen, je passais très régulièrement à côté du Conseil de l'Europe, donc cette Europe, elle était bien sûr très présente dans le paysage, mais ce n'est que chemin faisant que j'ai pu réellement m'emparer de l'ensemble de ces questions. Et puis après avoir réussi les concours, j'ai été professeur de collège et lycée, et me revenait la lourde charge d'enseigner l'histoire de l'Europe aux collégiens, aux lycéens. Et là, souvent, dans la mesure où j'étais effectivement avec cette double casquette, président des Jeunes Européens et jeune enseignant, les collègues de mes différentes équipes pédagogiques m'avaient confié la tâche de concevoir et de réaliser le chapitre. Alors moi, j'avais opté pour une démarche un petit peu originale. J'avais considéré qu'il était un petit peu vain et inutile de séparer l'histoire de l'Europe, la géographie de l'Europe et l'apprentissage des institutions de l'Union européenne. Donc j'avais réuni ces trois dossiers dans un seul et même grand chapitre que j'avais rendu le plus dynamique, le plus inclusif, le plus... je travaillais à partir de documents, donc j'avais vraiment très envie que de manière très inductive, les élèves s'emparent de ce sujet. Loin de moi l'idée d'arriver avec un précis-préchat tout construit. Je voulais vraiment que les élèves s'emparent de ces différents sujets. Donc, pour des raisons pédagogiques, pour des raisons professionnelles et pour des raisons affectives, je dirais que l'Europe a donc occupé une place importante dans mon début de carrière. Et j'ai poursuivi en faisant des recherches sur le XVIIIe siècle. Les Lumières sont un phénomène européen que j'ai été très heureux de découvrir davantage, et j'en ai fait mon métier, j'en ai fait mon objet de recherche. Et donc c'est pour cette raison, c'est pour cet ensemble de raisons que l'Europe a toujours occupé une place importante dans mes préoccupations et mes pratiques professionnelles.
vous êtes donc né à Strasbourg, vous avez enseigné en Lorraine, vous venez de nous l'expliquer, et vous avez réfléchi sur la dimension transfrontalière de l'Europe, et suivi des projets biculturels et frontaliers. Quelle vision en déduisez-vous? Peut-on parler d'un peuple européen? Alors là, vous me posez plusieurs questions en une, donc je vais tenter de décomposer. Alors, je pense qu'effectivement, je suis un lotharingien, c'est-à-dire que j'ai grandi en Alsace, ma famille est alsacienne. J'ai effectué l'intégralité de ma carrière en Lorraine. D'ailleurs, le nom de cette région qui n'existe plus aujourd'hui puisqu'elle est fondue dans le Grand Est, le nom de cette antique région remonte effectivement à cette fameuse Lotharingie, au moment où les petits-fils de Charlemagne se sont divisés l'Europe, et donc Lothaire a hérité de cette partie centrale de l'Europe. Donc j'appartiens à cette partie centrale de l'Europe par mes racines, par ma généalogie. Alors pendant le Covid, je me suis livré à un petit exercice de travail sur ma propre généalogie. Au moyen de divers sites internet, j'ai tenté de renouer les différentes branches de l'arbre généalogique que je connaissais déjà et d'aller plus loin. Alors, peu de diversité, effectivement, beaucoup de mariages alsaco-alsaciens, mais tout de même, à plusieurs époques et de manière continue, des alliances, des liens, des mariages avec des Allemands, des Suisses, et j'ai réussi à remonter jusqu'au XIVe siècle, et mes ancêtres ont visiblement contribué à ce monde de bâtisseurs de cathédrales qui voyageaient de chantier en chantier. J'ai retrouvé la trace de l'un de mes ancêtres à Prague. Donc peut-être que certains de mes ancêtres voyageaient plus que moi. Et donc j'ai l'impression que ce peuple européen, il existe. Alors bien sûr, je vais dépasser le cadre de ma propre généalogie. J'ai l'impression que le peuple européen, ou un peuple européen, peut exister pour plusieurs raisons. D'abord, on peut se sentir chez soi en Europe, quelles que soient les villes et les villages qu'on traverse sur le continent. Moi, j'ai toujours un grand bonheur à découvrir les centres anciens de toutes les villes et de toutes les bourgades et tous les villages que je peux traverser, lorsqu'ils ont eu la chance de ne pas être détruits lors de la Seconde Guerre mondiale. Et je crois que ces repères géographiques offrent aux voyageurs européens et non européens aussi, dans un rapport à l'altérité, quelque chose de ce qui pourrait relever d'un paysage européen qui nous offre des repères à nous Européens et qui permet aux étrangers, aux extra-européens, dans un rapport d'altérité, de comprendre ce que peut être l'Europe et ce qu'a pu être l'histoire de l'Europe. Et puis je pense qu'il y a d'autres raisons à cela. Le peuple européen a été cimenté par de grands mouvements de culture, d'art, d'esprit. Je pense bien sûr à la Renaissance, je pense à l'humanisme, je pense à la philosophie de Descartes, je pense à l'Europe des Lumières, a été cimenté aussi par de grandes épreuves, vécues et surmontées de manière conjointe. Je pense bien évidemment aux guerres mondiales jusqu'aux épidémies les plus récentes, et avec une réponse européenne à ce genre de crise. Et le dernier point que j'aurais envie de souligner pour tenter de vous convaincre qu'il existe bien un peuple européen, même si je crois savoir que vous allez plutôt être d'accord avec moi, c'est que ce peuple européen existe aujourd'hui par les espoirs partagés d'une jeunesse qui aujourd'hui se lève, se mobilise pour imaginer l'Europe de demain, plus éco-responsable, plus égalitaire et dans la solidarité. Et donc pour cet ensemble de raisons, moi j'ai vraiment envie de défendre l'idée qu'il existe un peuple européen. Là, j'ai une question peut-être subsidiaire là-dessus. Vous êtes historien, l'enseignement de l'histoire, il est quand même assez national. Quid d'un enseignement de l'histoire européenne? Je sais qu'il y a des efforts qui ont été faits, notamment par M. Lamassoure, etc. Qu'est-ce que l'on pourrait faire pour améliorer? Parce que l'enseignement de l'histoire européenne, ça peut être un facteur qui conforte le peuple européen. Alors effectivement, ce n'est que depuis très peu de temps que l'histoire de l'Europe occupe une place plus importante. Pendant très longtemps, les histoires ont été, vous l'avez dit, nationales. Alors ça dépend bien évidemment
de la structuration des systèmes éducatifs des différents pays qui composent l'Union européenne. Si je prends l'exemple de l'Allemagne, l'enseignement est plutôt défini au niveau des Länder. Donc, en France, bien évidemment, le ministère de l'Éducation nationale a une grande importance à jouer. Si je prends l'exemple de l'Italie, qui n'a plus vraiment de directive, qui n'affiche plus de programme et qui laisse les établissements scolaires, les équipes éducatives décider de quel projet éducatif on s'empare, on voit bien qu'il y a des différences très importantes. Cependant, ces différences ne doivent pas peut-être nous éloigner de l'idée que la convergence est toujours possible. Selon moi, les enseignants de tous les pays d'Europe font des efforts pour intégrer ces dimensions, pour offrir à leurs élèves une vision renouvelée, pertinente, précise de l'histoire de l'Europe, de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Et je pense que les différences de système éducatif n'expliquent pas, ne sont pas forcément à incriminer dans ce manque de perspective européenne dans l'enseignement de l'histoire. Alors vous l'avez souligné, l'observatoire qui est né d'ailleurs et qui a été mis en place à Strasbourg. J'ai assisté très récemment à une conférence au printemps dernier sur comment enseigner la guerre en Europe aujourd'hui, organisée par cet observatoire qui fait des travaux, qui publie des rapports et qui offrira aux enseignants des jalons, des repères pour envisager au XXIe siècle cette histoire convergente, cette histoire de l'Europe. Alors, bien évidemment, on se heurte toujours à des dilemmes très importants. En France, la question des programmes est toujours très très forte. Et c'est vrai que réserver du temps à l'enseignement de l'histoire de l'Europe, grosso modo de 1950 à nos jours, de la déclaration Schuman à nos jours, ça veut dire aussi ne pas traiter un certain nombre de sujets. Et je me souviens d'un débat qui avait eu lieu au moment du renouvellement des programmes en 2016, et notamment pour l'école primaire, où on a accordé une place à l'enseignement de l'Europe, mais au détriment de la guerre de 100 ans et de Jeanne d'Arc. Donc aujourd'hui, sachez qu'on enseigne l'histoire de l'Europe, et pour dégager du temps pour enseigner l'Europe aux enfants, on a été prêt à sacrifier Jeanne d'Arc. Ce qui, bien évidemment, ne contente pas certaines personnes, certains mouvements qui voient là une sorte de dissolution du roman national que l'école se devrait d'installer dans l'esprit des élèves. Donc certains efforts ont été réalisés et j'utilise cet exemple pour montrer que l'Europe est aujourd'hui enseignée. Elle est prévue en France du moins dans l'ensemble des programmes et dans les pays où les programmes sont définis au niveau des Länder ou définis au niveau des établissements, les enseignants s'emparent de cette question. J'assure des formations auprès de collègues italiens et les Italiens sont presque ceux qui sont en Europe les plus européens et les plus fédéralistes. Et donc je vois bien que la dimension européenne est présente dans chacun des chapitres qu'ils enseignent et c'est toujours un très grand bonheur d'échanger avec eux et de contribuer à les former. Non, mais Daniel Fischer, vous êtes très sensible au sujet de la laïcité, et, enfin, ce qu'on appelle les valeurs de la République, à leur transmission. Enfin, nous avons noté votre jeu pédagogique à l'école de la laïcité, par exemple. Alors, c'est un débat qui est parfois difficile, que l'on voit en France. Enfin, ce débat parfois difficile que l'on retrouve en France, se retrouve-t-il dans d'autres pays européens? Une question subsidiaire là-dessus, parce que vous êtes strasbourgeois, donc la Cour européenne des droits de l'homme, la Charte européenne sur les droits fondamentaux, qui garantit la liberté de penser au niveau européen, ne mériterait-elle pas d'être plus connue et enseignée? Alors, merci pour ces questions, pour cet ensemble de questions. Là aussi, plusieurs questions en une. Je vais essayer de démêler les fils et de vous répondre de manière pertinente. Alors, si j'ai bien compris, la question que vous posez est celle de la singularité de la laïcité à la française par rapport à ses voisins européens qui organiseraient différemment les rapports entre les religions et la vie publique. Alors, on le sait, ces rapports sont le fruit d'histoires nationales souvent longues, au cours desquelles on a tenté de ménager la coexistence pacifique de croyants de plusieurs religions. Alors, le mot même de laïcité n'est
pas traduisible dans toutes les langues, et quand il l'est, son sens peut changer. En Belgique, par exemple, la laïcité est la conviction de ceux qui ne se réclament d'aucune religion, alors qu'en France, ce n'est pas une conviction personnelle, mais un principe organisateur de la vie publique. Pour continuer de répondre à votre question, je rappellerai aussi que la laïcité, dans le sens d'une séparation des églises et des États, n'est pas une spécificité française. Au Mexique ou en Albanie, là je sors des frontières de l'Europe, le système laïque se rapproche très nettement du principe de laïcité en France. D'ailleurs, au Mexique, les lois de réforme ont établi la séparation des églises et de l'État dès les années 1860, donc une vingtaine d'années avant que la Troisième République se penche à son tour en France sur ce sujet de la laïcité. Et donc au Mexique, ont été autorisés le mariage civil, la liberté de culte, et on a confisqué les biens de l'Église. Et d'ailleurs, Nicolas Cadenne, dans son livre En finir avec les idées fausses sur la laïcité, rappelle d'ailleurs qu'en 1881, quand la Troisième République s'engage sur le chemin de la laïcité à l'école dans un premier temps, puis en 1905 avec une séparation des églises et de l'État, donc dès 1881, le ministère des Affaires étrangères demande à l'ambassadeur du Mexique de lui communiquer les textes de loi portant sur la séparation afin de s'en inspirer. Pour moi, la laïcité n'est pas forcément spécifiquement française et je tiens à rappeler ces éléments historiques pour le prouver. Je pense qu'il faut rappeler que dans les 27 démocraties européennes, même si le principe de laïcité n'est pas connu ou pas nommé comme tel, la manière d'organiser la vie publique entre liberté de pratiquer la religion de son choix et protection de cette vie publique d'une influence trop grande des religions peut être convergente. Valentine Zuber l'a rappelé dans un numéro récent de la documentation photographique au sujet des laïcités dans le monde, en accentuant sur le pluriel. Je prends l'exemple de l'Allemagne, qui n'a pas de laïcité. Alors le mot de laïcité est parfois utilisé, mais pour désigner une réalité française. En Allemagne, pour autant, on est arrivé à un certain nombre d'équilibres qui sont assez proches de ceux qu'on peut connaître en France. L'État est neutre à l'égard des confessions, même si dans la loi fondamentale de 1949 se trouve toujours une référence à Dieu. Certaines communautés religieuses et certaines de leurs missions, de leurs œuvres sociales, hôpitaux, maisons de retraite, jardins d'enfants, crèches, centres d'aide à l'enfance, foyers pour handicapés, centres d'emploi et de réinsertion, ont des accords et sont parfois reconnus d'intérêt public. Je rappelle qu'en Allemagne, les Allemands qui appartiennent à une église payent de 8 à 9% de leur impôt sur le revenu aux églises. Donc, bien sûr, la séparation Église et État n'est pas assurée comme en France, mais toutefois, dans le quotidien, le rapport entre la vie publique et les religions ne diffère pas à 2000% de ce qu'on peut aussi connaître en France. Les organisations religieuses, d'ailleurs, qui organisent des établissements, qui tiennent des établissements scolaires, se doivent d'accueillir tout public sans distinction, même si est parfois conservée la possibilité de ne recruter que des personnels adhérents à leurs valeurs. Là, bien évidemment, on est sur une différence assez sensible avec le cas français. Cependant, les usagers sont libres de choisir ou non un établissement scolaire, et dans tous les cas, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe défend la liberté religieuse. Donc, voici pour donner un exemple, pour comparer deux pays, la France et l'Allemagne, qui ont opté pour des chemins différents, mais concrètement, dans leur quotidien, il y a des éléments de convergence, la défense de la liberté religieuse, un certain nombre de caractéristiques de la vie publique qui sont bel et bien comparables entre la France et l'Allemagne. Le poids de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe est assurant toujours la liberté religieuse et défendant l'égalité. Alors, pour le gros sujet de la difficile transmission des valeurs de la République et ou de la laïcité, je commencerai par dire que je ne range pas la laïcité au rang des valeurs de la République. Les valeurs de la République sont liberté, égalité, fraternité.
Pour moi, la laïcité est un principe organisateur qui permet d'assurer, de défendre, de garantir les valeurs dont j'ai parlé à l'instant. Et donc, précisément, comme nous y encourageait le sociologue des religions Olivier Roy, il ne faut surtout pas inclure la laïcité dans les valeurs de la République. La laïcité est un principe, il faut continuer de le présenter comme tel. C'est un principe qui tire ses origines dans cette histoire de France particulièrement longue, riche, un conflit entre le trône, l'autel, la vie politique, la vie religieuse. On a trouvé cette solution de la laïcité en 1881-82 avec la laïcité à l'école puis la séparation de l'Église et de l'État. Donc ce n'est peut-être pas la meilleure manière d'assurer le vivre ensemble aujourd'hui, mais ce n'est ni le pire des modèles, ni le meilleur, c'est simplement le nôtre. C'est le nôtre et je pense qu'il faut réussir à le présenter à nos auditeurs, à le présenter aux élèves, aux étudiants, de manière apaisée et parler de ce sujet avec précision, avec une précision de vocabulaire et en effectuant les rappels historiques qui méritent d'être faits. Alors, tout à fait d'accord avec votre proposition, Michel. La Charte européenne des droits de l'homme, la Charte européenne des droits fondamentaux de 2000 mérite d'être davantage connue, davantage enseignée, et je dirais pour une raison peut-être importante, on retrouve dans cette Charte européenne des droits fondamentaux des articles portant sur la liberté, l'égalité, la solidarité, la citoyenneté, la justice, mais le premier chapitre de cette charte porte sur la dignité et je pense que ça mérite d'être signalé, ça mérite d'être souligné, ça mérite d'être enseigné. Et je m'appuie là sur les travaux de la philosophe Cynthia Fleury, qui a réussi d'abord dans un premier temps, il y a une dizaine d'années, à démontrer que le propre des citoyens des démocraties européennes, c'était d'être à égalité mais irremplaçable. Et on a besoin de dire aux élèves que l'égalité, c'est pas pouvoir substituer une personne à une autre. On peut être irremplaçable dans l'égalité. Ça nous a beaucoup aidé d'avoir cette publication importante de Cynthia Fleury portant sur l'égalité et les dimensions de l'égalité, ce côté irremplaçable de chaque citoyen. Et en même temps, Cynthia Fleury a publié très récemment La clinique de la dignité. Et lorsque j'ai lu ce livre, j'ai pensé effectivement donc à la manière dont ça pouvait renouveler notre enseignement ou notre formation accordée aux enseignants pour qu'ils s'engagent dans la transmission des valeurs. Et j'ai pensé effectivement, je me suis souvenu que le premier chapitre de la Charte européenne des droits fondamentaux de l'an 2000 porte sur la dignité et j'ai trouvé que ce clin d'œil, qui n'en était peut-être pas un, était très intéressant et nous permettait de renouveler et de moderniser notre approche et notre engagement en ce qui concerne la transmission des valeurs de la République, mais de manière aussi plus universelle, des valeurs qui sont défendues dans cette fameuse charte qui, je le répète, et vous avez tout à fait raison de le souligner, doit être mieux connue et davantage enseignée. Comme historien, vous êtes spécialiste de la période du XVIIIe siècle, de la Révolution française et du début du XIXe. Cette période est aussi celle de l'épanouissement de l'idée de nation. Quelles leçons en tirer pour l'histoire de l'Europe ? Dans ce contexte, la fête de la Fédération, célébrée le 14 juillet 1790, peut-elle, oui ou non, être considérée comme une date importante pour les fédéralistes ? Merci beaucoup Olivia pour cet ensemble. Alors à nouveau, ensemble de questions. Donc, je vais essayer de décomposer les choses. J'ai un esprit très cartésien et très français que vous me pardonnerez, j'espère. Portant sur le XVIIIe siècle et le XIXe siècle, alors je vous remercie de me poser des questions sur mes siècles de prédilection. Ça me permet d'y répondre avec grand bonheur. Alors oui, je me suis intéressé à l'histoire du XVIIIe siècle et du XIXe siècle parce que les Lumières, phénomènes européens, là aussi on retrouve mon prisme très particulier pour ces grands mouvements d'idées, de culture, de sciences à l'échelle de l'Europe.
pour moi, ça correspond bien évidemment à des siècles d'intense circulation des idées, d'intense mise en œuvre de projets industriels aussi, puisque le 19e siècle est le siècle de l'industrialisation, avec déjà une forme de mondialisation. Et ce que je retiens à ce stade de mes recherches et de mes études, c'est qu'il ne faut jamais frontalement opposer la dimension transnationale et cosmopolite de certains phénomènes ou de certaines trajectoires d'acteurs importants de cette période à une sorte de repli national de ceux qui pourraient en être exclus. Alors, il faut le rappeler, il y a eu des versions nationales des Lumières. Il y a des Lumières nationales. L'Autriche, en Toscane, en Espagne, au Portugal, l'Aufklärung à l'allemande. Il y a des Lumières nationales et les échanges, les circulations entre ces différents modèles de lumière nationale ont permis d'enrichir ce qu'a été finalement un phénomène européen. Et si je reprends les thèses de Joël Mokyr, qui explique que au XVIIIe siècle se met en place un marché aux idées, qui ensuite est le socle de tous les développements du monde moderne qu'on a connu au XIXe et au XXe siècle, et je trouve que c'est important de le rappeler et de le souligner. Donc je n'opposerai pas, moi, nation et Europe. Pour moi, très concrètement, chaque système national, parce que bien évidemment les États ne sont pas structurés comme on peut l'entendre au XIXe siècle, au XVIIIe siècle. Il y a le Saint-Empire romain germanique, l'Italie est morcelée en diverses entités, mais chaque adaptation locale des Lumières a pu nourrir ce marché aux idées qui a fait naître le monde européen que nous avons connu ensuite. Alors, bien évidemment, ce cosmopolitisme, ces circulations très nombreuses, ont fait naître aussi des nationalismes, des sensibilités nationales qui ont émergé via l'art, les lettres, et qui ont pu donner lieu au nationalisme du 19e et du 20e siècle, qui ont très fortement heurté, entravé l'identité d'une Europe en commun. Et je ne le nie pas et je ne l'oublie pas, mais simplement, pour moi, c'est souvent les deux revers d'une même médaille qu'il faut tenir en considération. Alors, j'ai cette sorte de peut-être biais d'ancrage parce que j'ai beaucoup travaillé sur les entrepreneurs, des entrepreneurs en situation transfrontalière d'ailleurs, entre la Lorraine et la Sarre et le Luxembourg, entre l'Alsace et le Bade-Wurtemberg. Et ces entrepreneurs, eux aussi, ont tendance parfois à développer deux types de discours, à la fois le discours d'une demande de grande liberté, mais aussi d'une demande de protection. Et dans les deux cas, je peux pas les opposer frontalement. Alors, il nous semble bien évidemment à nous aujourd'hui, avec nos yeux complètement antagonistes, mais en réalité, mes entrepreneurs du XVIIIe siècle, en situation frontalière, veulent à la fois être libérés et protégés et défendus par leurs états d'appartenance. Et c'est très intéressant de voir coexister deux types de discours. Alors, je réponds donc ensuite à la question d'Olivia portant sur la fête de la Fédération, célébrée le 14 juillet 1790. Il faut rappeler que lorsque les pères fondateurs de la Troisième République cherchent une date de fête nationale, ils vont bien évidemment sélectionner le 14 juillet 1790, le 14 juillet, dans la mesure où on peut à la fois raccrocher cette date en mouvement de la prise de la Bastille en 1789, un mouvement, une journée marquée par des violences fondatrices certes, mais violences quand même, et le 14 juillet 1790 où on a davantage assisté à une sorte de grande communion organisée sur le Champ de Mars autour de Louis XVI qui a accepté de prêter serment et de respecter les principes de 1789. Donc on a pu avoir à cette période l'impression
de l'unanimité retrouvée, de la concorde, de la paix civile et d'un monde nouveau, puisque le roi lui-même acceptait les principes de la Révolution. Cependant, peut-on considérer cette fête de la Fédération comme une date importante pour les fédéralistes? Je ne vais pas pouvoir vous répondre oui ou non, je vais conjointement vous répondre oui et non. Fédération à l'époque de la Révolution ne signifie pas forcément organisation fédérale. Alors oui, il y a effectivement eu une grande fête de la Fédération le 14 juillet 1790 sur le Champ de Mars à Paris, mais en réalité il y a eu plusieurs fêtes précédentes. À Lyon, à la fin du mois de mai 1790, à Strasbourg mi-juin, et ces fêtes ont pris la forme de fêtes civiques célébrant l'union, la réconciliation, la concorde apparemment retrouvée sur le fondement des principes de 1789, avec prestation de serments civiques, et dans le cas de Strasbourg, que je connais un petit peu puisque c'est ma ville de cœur, des baptêmes civiques qui ont été organisés avec désignation de parrains et de marraines civiques, mais de confessions différentes. C'est-à-dire qu'on baptisait des enfants catholiques avec des parents luthériens et calvinistes, et on baptisait des enfants calvinistes ou luthériens avec des parrains et des marraines catholiques, donc avec un système de parrainage croisé. Tout ça pour montrer que nous appartenons à une seule et même humanité, et proclamer ces principes de générosité, de tolérance, de grandeur, d'union, de concorde que la Révolution aurait apporté à la France et aussi aurait apporté ou pourrait apporter au monde, puisque Philippe Frédéric de Dietrich, que j'ai particulièrement étudié, le maire de Strasbourg à cette période, avait très clairement le projet de diffuser, côté allemand, les échos de cette fête de la Fédération particulièrement émouvante. Mais il faut rappeler que ces fêtes ont aussi été des fêtes militaires, et c'est là que je dois rappeler que le mot de fédération, à l'époque de la Révolution, renvoie en réalité à la fédération des troupes de ligne et des gardes nationales créées sur tous les territoires. Donc rien à voir avec le fédéralisme européen, même si on peut relever que l'idée de rassembler des gardes nationales constituées localement, provincialement, pour défendre les idées nouvelles, défendre les patriotes, protéger les patriotes et les gens de bonne foi des exactions que pourraient commettre des contre-révolutionnaires. Et donc ces gardes nationaux constitués localement, provincialement et qui se retrouvent à Paris peuvent laisser penser à un modèle d'organisation fédérale reposant sur l'autonomie, la libre participation et le partage des compétences à différents échelons. Mais je crois que la référence s'arrête là, même si, effectivement, la présence de ce mot au fondement de nos valeurs et de nos fêtes nationales ne peut que réjouir les membres de l'UEF et les membres de son comité scientifique, j'imagine. Non, merci Daniel. Vous avez déjà fait allusion aux entrepreneurs, également à Friedrich de Dietrich, 1748-1793, que vous connaissez bien, qui était le premier maire de Strasbourg et le commanditaire de la Marseillaise. Donc dans ce contexte, vous vous intéressez à l'histoire sociale, la trajectoire des savants. Et alors j'ai deux questions peut-être un peu imbriquées. La Marseillaise. Alors, dans notre monde européen actuel, quelle importance donner aux symboles, les hymnes, les drapeaux, les slogans? Alors ensuite, sur l'innovation technologique, comment mieux l'organiser au niveau européen? Là, je parle davantage du stade actuel. Est-ce qu'elle dépend seulement de grands savants ou inventeurs comme l'était Friedrich de Dietrich à son époque? Alors, deux grandes questions. Je vais essayer de vous répondre le plus précisément possible, même si je risque de ne pas être, exhaustif. Donc la question sur l'importance des symboles et la question sur la science en train de se faire. Hein, si Michel, j'ai bien compris les deux questions. Alors la Marseillaise et les symboles de la France et de l'Europe, moi je pense qu'elles ont une place centrale, une place fondamentale dans nos sociétés. Les symboles ont une puissance qu'on n'explique pas, et c'est d'ailleurs en ça qu'ils sont des symboles. Si des symboles sont contestés et réunissent contre eux un grand nombre de citoyens qui souhaiteraient en changer, ce ne sont déjà plus des symboles. La Marseillaise a été, vous le savez, critiquée pour son côté guerrier, va-t-en-guerre, militariste. Pourtant, en 2015, lorsqu'il s'agit
d'effectuer et de participer à des manifestations en hommage aux victimes de Charlie Hebdo et bien sûr ensuite en novembre 2015 en hommage aux victimes du Bataclan, des Marseillaises ont spontanément émergé. Donc la Marseillaise, c'est la chanson qui nous rassemble. À nouveau, c'est pas une chanson parfaite, c'est pas une chanson à la mode, mais c'est une chanson qui traverse les époques, qui traverse les périodes. Elle a été à la fois le chant des rebelles et le chant des institutions. Le fait qu'elle soit devenue le chant des institutions a peut-être détourné d'elle certains citoyens, mais ça reste, somme toute, notre chant. Et je peux tout à fait reporter cette démonstration au niveau des symboles européens. Moi, je suis bien sûr très attaché à la devise européenne, l'unité dans la diversité, unis dans la diversité. La journée de l'Europe, le 9 mai, je trouve que le fait qu'elle soit positionnée juste après le 8 mai 45, la victoire Seconde Guerre mondiale, le fait qu'on ait tout de suite le lendemain, le 9 mai, la journée de l'Europe, pour rappeler, quand même, c'était pas rien la déclaration Schuman. C'est quelque chose de complètement révolutionnaire que de proposer 5 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale un rapprochement entre la France et l'Allemagne et rassembler 6 pays européens sur des dossiers, sur des projets. La fameuse technique des petits pas que Schuman et Jean Monnet avaient initié dans l'idée d'arriver à une fédération européenne, c'était quand même extrêmement courageux. C'était extrêmement courageux et le président de la République de l'époque n'était pas forcément pour. Schuman a conspiré au ministère des Affaires étrangères pour réussir à mener le projet à bien avec De Gasperi, avec Konrad Adenauer et franchement, il faut raconter ce grand moment de l'histoire de l'Europe. Et c'est pour ça que la journée du 9 mai, elle est très importante et j'espère que dans tous les collèges-lycées, toutes les écoles collèges-lycées et j'espère que dans tous les collectifs et toutes les collectivités, on n'oublie pas de rappeler à quel point Robert Schuman a été courageux de lancer cela à peine 5 ans après la fin du second conflit mondial. Et puis le 10 mai, c'est la journée de commémoration des abolitions de l'esclavage. Donc là aussi, quand on est sur des valeurs dont on pouvait parler tout à l'heure, je trouve que c'est vraiment très important de célébrer ces journées. Victoire 45, 9 mai construction de l'Europe et 10 mai abolition des esclavages. C'est pour moi une très belle symbolique que ces journées soient relativement proches chronologiquement et ça peut donner du sens à beaucoup de projets, à beaucoup d'actions engagées avec des scolaires ou tout simplement des collectifs citoyens. Et puis je ne peux que vibrer à l'écoute de l'Ode à la joie. Et là aussi, je pense que Beethoven est un compositeur européen adopté par tous, et ces notes de musique qui retentissent ne peuvent que nous émouvoir et sont là pour nous rassembler. Et je pense qu'on devrait faire peut-être davantage d'exécutions publiques de l'hymne européen lors des journées notamment du 9 mai. Alors ensuite, la question de la science. Moi, j'ai étudié un scientifique qui était en lien avec tous ses homologues européens, avec des Suédois, avec des Saxons, avec des Italiens, avec des Anglais, avec des Écossais, avec des Espagnols. Et en réalité, donc, j'ai l'impression que pour mes scientifiques du XVIIIe siècle, l'Europe de la science existe déjà. Elle existe déjà, elle se fait sur le fondement de correspondance, elle se fait sur le fondement d'échanges. Et mon savant, en quelque sorte, Philippe Frédéric de Dietrich, qui a été plus longtemps savant que politique, d'ailleurs, ça lui a plutôt porté chance d'être savant, mais ça lui a pas vraiment porté chance d'être politique, d'être homme politique. Et Philippe Frédéric de Dietrich avait le projet de participer à la création d'une sorte de grande société savante, de correspondance, mais aussi de partage d'expertise, la Societät der Bergbaukunde, donc la société d'exploitation des mines, qui avait et qui se fixait pour objectif de supprimer
les secrets qui pouvaient parfois peser sur l'exploitation minière ou sur certains principes industriels, certaines applications industrielles. On avait imaginé, ces personnes avaient imaginé, briser le sceau du secret que les États, bien sûr, voulaient conserver jalousement, le sceau du secret parce qu'on considérait qu'à partir du moment où une découverte, une innovation était de nature à faire progresser l'économie et la société, il fallait que tout le monde en soit informé et on imaginait qu'une innovation qui pouvait avoir un lieu en Hongrie était de nature à trouver des développements, des applications industrielles complètement nouvelles et différentes en Espagne et que le tout enrichirait l'Europe. Donc moi j'ai envie de dire que encore aujourd'hui, ce qui doit être au cœur de toute politique scientifique européenne, c'est l'importance et la force du collectif. Le mythe du grand savant, du grand innovateur, du grand découvreur, il faut vraiment réussir à lutter contre ça. Alors bien évidemment, médiatiquement, c'est très important et c'est très fort. Lavoisier et d'autres grands savants qui auraient initié des révolutions très importantes. En réalité, les grands découvreurs le sont souvent parce qu'avant eux, certains ont essuyé les plâtres, se sont trompés, et lorsqu'ils ont eu à leur service, en quelque sorte, une sorte de collectif sur lequel s'appuyer et qui ont permis des découvertes futures. Là, je voudrais vraiment citer le cri du cœur d'Hélène Langevin-Joliot, qui est la petite fille de Marie Curie et qui ne cesse de rappeler que la recherche doit être financée, que c'est un collectif duquel peut émerger, bien sûr, une figure importante un jour qui donnera son nom à une grande découverte, mais en réalité, il n'y a pas de grande découverte, il n'y a pas de grande avancée sans collectif solide, sans collectif fort, et je pense que ce principe doit être porté au niveau européen. Il faut financer la recherche, il faut financer de puissants collectifs capables de donner naissance à ceux qui, peut-être, donneront leur nom à de grandes innovations au XXIe siècle, mais je pense que toute grande découverte et toute grande avancée est d'abord et avant tout une aventure collective. Eh bien, nous arrivons à la dernière question. Vous avez accepté d'être membre du Conseil scientifique de l'Union des fédéralistes européens. Qu'en attendez-vous ? Alors, merci Olivia pour cette question. D'abord, c'est un grand honneur d'accompagner le développement d'une belle association, à la fois ancienne et reconnue pour son engagement, qui a toujours défendu l'idée d'une fédération européenne reposant sur l'idée d'unité dans la diversité. Donc, ce que je peux en attendre, ce sont, je crois et j'espère, des échanges fructueux avec mes collègues du Conseil scientifique. Je crois que je ne suis pas le premier à enregistrer un entretien fédéraliste et j'ai écouté avec grand bonheur ceux qui se sont prêtés à ce jeu avant moi. J'ai appris beaucoup de choses. Nous avons la chance d'avoir dans ce conseil d'éminents spécialistes du droit, des sciences politiques, de la sociologie et tout simplement, je souhaite profiter de leur lumière, de leur expertise pour avancer moi-même dans mes travaux de recherche et dans ma manière d'aborder les choses et de créer des supports pédagogiques pour transmettre ces idées, ces valeurs, ces principes dont on a parlé tout au long de cet entretien. Et j'espère pouvoir moi aussi leur apporter modestement mes compétences pédagogiques et mon rapport à ces sujets européens qui sont ancrés dans l'histoire du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle, qui sont mes siècles de prédilection, même si bien sûr l'aventure européenne, l'histoire européenne de l'Antiquité jusqu'à nos jours rencontre mon intérêt également. Donc j'en attends des échanges fructueux. J'espère pouvoir contribuer à un grand nombre d'actions auxquelles le comité scientifique pourra être associé. J'ai cru comprendre que nous étions en train de bâtir une manière d'identifier et de repérer et de récompenser des travaux universitaires qui ont fait progresser la connaissance la connaissance portant sur le fédéralisme et d'autres sujets européens. Et donc, je souhaite m'engager
dans cette manière de sélectionner, de récompenser les travaux des jeunes collègues qui entrent dans la carrière de chercheur. Et je mettrai aussi toute mon énergie à produire des supports pour davantage faire connaître l'Europe, ses enjeux. On a une grosse échéance l'année prochaine avec les élections européennes de 2024, donc vous pourrez compter sur moi pour contribuer à générer, à produire certains supports pédagogiques, et j'espère que les professeurs qui seront atteints qui seront sensibilisés par nos communications pourront s'en emparer et en tirer profit avec leurs élèves, leurs collègues, leur communauté éducative. Voilà pour ce que je pouvais dire en réponse à cette dernière question d'Olivia. Merci Daniel pour cet entretien. Nous resterons en contact avec le conseil scientifique, c'est évident. Vous avez rappelé cette échéance importante, en fait, au mois de juin 2024, que seront les élections européennes. Nous, à l'UF, on compte sur le conseil scientifique en garantissant son indépendance. Ça, c'est clair, l'indépendance académique, c'est tout à fait important, mais pouvoir nous appuyer. On va travailler ensemble avec les jeunes européens, avec le mouvement européen, l'UF, pour essayer de, je ne dirais pas clarifier, mais pour que cette échéance importante